Hey salut, je m'appelle Sandra Sirois et je suis reporter pour les Haut-Parleurs. J'habite à Montréal, au Canada, et en tant que journaliste, il y a plein de sujets qui m'interpellent, comme les enjeux sociaux ou les nouveaux phénomènes de société. Toi aussi ça te parle? Ben si c'est le cas, je t'invite à visionner le reste de la vidéo. Tu vas pouvoir découvrir un résumé de mon travail chez les Haut-Parleurs. Bonne écoute! Moi, j'adore la construction. Qu'est-ce que j'aime, c'est de changer souvent de place. Moi, être assis dans un bureau, je serais pas capable. Au Canada, comme dans la plupart des pays du monde, le domaine de la construction a toujours été un milieu d'hommes. Malgré que c'est encore le cas, les mentalités changent. En 2017, le nombre d'employés de sexe féminin a pratiquement doublé sur les chantiers. C'est dû, entre autres, à des initiatives du gouvernement et des entrepreneurs. Alors, j'ai décidé de mettre mes lunettes de la construction pour aller comprendre pourquoi. Les femmes sur les chantiers, c'est par exemple Roxane, 33 ans, spécialiste de l'isolation thermique. Ça m'a épatée comme elle adore son métier. Ben, moi, je pense que la mentalité a beaucoup changé. Moi, j'ai jamais fait face à de commentaires négatifs ou de préjugés. Moi, j'adore la construction. Qu'est-ce que j'aime, c'est de changer souvent de place. C'est pas routinier. On est tout le temps en action. Parce que moi, être assis dans un bureau, je serais pas capable. Puis grâce à ça, j'ai perdu mon poids après ma grossesse. Son employeur est un de ceux qui font changer les choses. Au Québec, il y a moins de 2% de femmes parmi les employés de la construction, mais dans son entreprise, elles sont plus de 10%. L'an dernier, il a gagné un prix pour la mixité remis par l'Association de la construction du Québec. Je suis bien content de ça, puis je pense que c'est une fierté pour nous. Je crois beaucoup que les femmes font autant que les gars sur un chantier. J'ai toujours cru à ça, même avant que ça soit à la mode. J'ai engagé dans les premières femmes, une en 2000-2001, qui a fait plus de 10 ans chez nous. Fait que j'y croyais déjà. Pourquoi c'est important pour vous d'engager des femmes? Ben, les femmes, ils ont la discipline. Comparé à la moyenne des gars, c'est rare qu'une femme ne rentre pas le matin. Les femmes sont disciplinées, ils ont une finition, ils ont de la minutie quand ils travaillent. Moi, je garde les meilleurs chez nous. Je ne garderai pas une femme parce que c'est une femme. Je ne garderai pas un gars. Non, ça prend du monde qui performe. Magali, t'es française. Oui, je suis française. Est-ce que les Québécoises sont choyées dans le domaine de la construction comparativement en France? Oui, moi je trouve que les Québécoises ici sont... Les femmes ici dans la construction, on est beaucoup plus choyées parce que il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Et en me renseignant, j'ai réalisé que le Québec fait des actions concrètes pour les femmes qui portent le casque. On a tout un plan de mixité qui s'étale sur plusieurs années, avec des formalités facilitées pour les filles, des places réservées dans les formations et même des incitations économiques pour les employeurs. Il y a même une ligne téléphonique gratuite pour les femmes qui seraient victimes d'harcèlement. L'avantage que j'ai d'avoir des femmes avec moi, ça change l'ambiance un peu, je dirais, sur les chantiers. Les femmes, je pense qu'ils mettent leurs limites. Puis ils sont capables aussi d'avoir le sens de l'humour. Des fois, tu as des gars, la compétition, les gars, les coqs, tu vois pas ça avec les femmes. Une femme coq, là, il n'y en a pas beaucoup. Wow, ça donne le goût de postuler pour un poste en construction. Mais malgré toutes ces conditions, est-ce gagné d'avance? J'ai envoyé 3 emails à mon patron. J'ai appelé 3 fois. J'ai été le voir plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'il me réponde, bon, Roxane, tu as gagné, je t'essaye. Puis depuis ce temps-là, je suis pour la même compagnie. Moi, je dirais aux filles, soyez convaincantes quand vous allez vous asseoir avec un patron, et surtout, allez le rencontrer. C'est important de faire plus, de la petite coche de plus, puis je pense que ceux qui sont chez nous, celles qui sont chez nous, ils ont fait ça. C'est super chouette de voir des filles qui font leur place. Elles sont encore pionnières, mais c'est sûr qu'elles vont donner envie à d'autres. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Moi, oui. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les Haut-Parleurs. Comme si on avait cessé d'exister depuis ce temps-là et que nous sommes seulement comme reconnus par ces vêtements avec les plumes et tout ça. Allô tout le monde, c'est Sandra. Je me trouve aujourd'hui au Musée McCord où va avoir lieu beaucoup d'activités dans le cadre du 150e du Canada. Mais la question que je me pose, est-ce que le Canada a vraiment 150 ans? Eh bien, j'ai rencontré des gens qui leurs ancêtres sont ici depuis des millénaires pour qu'ils m'en parlent. Je suis Olivia Lia Tomassi, j'ai 18 ans, je suis Inuk. Mon nom c'est Daniela Rivière, je suis culturellement Iou, biologiquement algonquine. Bonjour, je suis Alexandre Equado, je suis Atikamekw de Manawan. 150 ans d'histoire du Canada, c'est pas beaucoup pareil, parce qu'on a quand même des histoires millénaires de notre côté à nous autres.
C'est sûr que oui, c'est notre fierté de montrer notre culture, nos danses traditionnelles et tout ça, mais perçu de cette façon, c'est comme si on avait cessé d'exister depuis ce temps-là et que nous sommes seulement comme reconnus par ces vêtements avec les plumes et tout ça, et que ça donne très peu d'image des Autochtones que nous sommes aujourd'hui. Ça marque le début de l'histoire où est-ce que le Canada a changé son attitude envers les Amérindiens. Avant la loi sur les Amérindiens, les Français et les Anglais considéraient les Amérindiens comme des alliés. Il n'y avait plus autant de demandes pour la fourrure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les Amérindiens? C'est comme devenu un problème pour le Canada. Fait qu'ils ont décidé de créer la loi sur les Amérindiens, la loi sur les Indiens, pour les assimiler le plus vite possible. La loi sur les Indiens est la principale loi qui permet au gouvernement fédéral d'administrer les Autochtones, les gouvernements locaux des Premières Nations, la gestion des terres de réserve et des fonds communautaires. C'est un document qui s'est traduit pendant plusieurs générations par des traumatismes, des violations des droits de la personne et des perturbations sociales et culturelles chez les Autochtones. Cette loi a depuis subi quelques changements, mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Si je dois expliquer tant ma présence et de ma culture, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance. La résilience dans un contexte autochtone, c'est de pouvoir en ressortir vainqueur malgré toutes les tentatives de nous assimiler, de nous acculturer et d'en sortir fiers également. Ça, c'est pour les colons, ça? Ouais. Nous autres, on est intimés dans des réserves. Puis les autres, ils recevaient 50 acres de terre pour cultiver. 150 ans, ça veut dire aussi 150 ans de frontières géographiques, géopolitiques. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour les cultures autochtones? Ça donne des noms autres à nos nations, des noms, des divisions aussi qui causent des conflits entre nous, les Autochtones. Donc ça crée des divisions, puis malheureusement, c'est à cause de frontières imaginaires. La ville de Québec, fondée en 1608, constitue, selon les livres d'histoire, la plus ancienne ville du Canada. J'ai demandé à mes nouveaux amis ce qu'ils en pensaient. Olivia, si je te dis que Montréal, Québec font partie des villes les plus anciennes du Canada, qu'est-ce que tu réponds à ça? Les Inuits étaient nomades. Comme on vivait auparavant, on vivait selon les saisons et tout ça, mais on nommait quand même les territoires lorsqu'on allait. C'est peut-être le cas si on conçoit l'occupation de l'espace d'un territoire selon une vision occidentale, mais il ne faut pas oublier que nous, les Autochtones, on l'occupait d'une manière bien différente que ce que c'est aujourd'hui, puis ça depuis des temps immémoriaux. Si tu as une opinion sur le sujet, n'hésite pas à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Et en même temps, tu peux regarder les autres reportages de mes amis haut-parleurs. Salut tout le monde, c'est Sandra à Montréal. Aujourd'hui, je vais rencontrer une YouTubeuse qui est devenue une vraie star au Québec. Elle a participé à toutes les émissions de télévision inimaginables. Elle vient de publier son premier livre. Elle est suivie par plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est une fille qui est connue pour donner d'excellents conseils beauté, mais également pour mettre de la joie dans la vie des gens. En tout cas, j'espère qu'elle va pouvoir mettre de la joie dans la mienne parce que, regardez, je me suis fracturé le pied. Alors lentement, mais sûrement, je me rends chez Cynthia Duluth. Cynthia, ça fait 5 ans que tu fais des vidéos sur YouTube. Comment ça a commencé? Moi, en fait, j'ai voulu faire des vidéos au départ parce que, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup en français, pas beaucoup au Québec spécialement. C'était aussi parce que je voulais partager ma passion du maquillage, tout simplement, transmettre aussi mes conseils que j'avais appris aux autres. Et la troisième raison, c'était aussi pour me faire connaître comme maquilleuse qui se lançait, maquilleuse à son compte à Montréal. Et ensuite, j'ai cherché le petit fard vert pomme avec un petit pinceau rond parce qu'on va aller travailler au coin interne, donc ça vous prend un pinceau qui est assez petit si vous voulez pas que ça devienne trop messy. Comment le succès a changé ta vie? Ça n'a pas vraiment changé, c'est juste que YouTube, il faut comprendre que c'est vraiment un mode de vie, donc ça me prend énormément de temps. YouTube prend une grosse place dans ma vie, mais sinon, je veux dire, ça n'a rien changé, je suis la même personne.
Les YouTubers, vous êtes sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Est-ce que c'est possible d'avoir une vraie vie sociale quand on est toujours sur son téléphone? Ben oui, tu peux, mais c'est vrai que quand je suis avec mes amis, je fais attention de pas être trop sur mon téléphone, sinon ils vont peut-être me le dire. Puis de toute façon, je veux prendre du temps de qualité avec elles. Là. Est-ce que ton chum est compréhensif? Est-ce qu'il comprend ton travail? Parce que quand on est YouTuber, c'est vraiment 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples de YouTubers en fait. Ah oui? Oui et non, parce que les deux se comprennent là, comme des couples de stars, même principe. Mais non, moi, mon chum, il n'y a pas de problème avec le fait que je fasse des vidéos, là, honnêtement. En tout cas, si oui, il me le dit pas, là, mais sinon, je pense pas. En 2016, il y a tellement de YouTubers. Est-ce que des fois, tu sens de la pression sur tes épaules? Vraiment, honnêtement, oui, mais je sais que c'est moi qui me la mets cette pression-là. Par exemple, si je vais sortir une vidéo en retard parce qu'elle a pris beaucoup plus d'heures au montage que je pensais, je vais me sentir super mal, je vais m'excuser sur tous mes médias sociaux, mais les filles sont super compréhensibles, là, ça va bien. Donc c'est vraiment moi qui me fais des idées comme ça. Aujourd'hui, on est le 10 janvier 2016 et donc ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je m'étais fait plein de petites notes dans mon cell sur quoi vous dire pour cette petite introduction-là, mais je pense que je vais y aller vraiment spontanément. Et comment tu vis aujourd'hui de YouTube? Est-ce que c'est les marques qui t'approchent? Ça peut être les deux. La plupart du temps, oui, c'est les marques qui viennent vers nous, mais moi aussi, si je voudrais démarcher un projet avec une compagnie, je pourrais très bien le faire en compagnie de mon agence. Mais oui, non, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, ils vont nous contacter, souvent, ils ont une idée déjà faite qu'on peut retravailler par la suite. Quel conseil que tu donnerais à des jeunes filles qui aimeraient commencer à faire des tutoriels beauté? En fait, je pense que maintenant, il y a tellement de chaînes qu'il faut vraiment réussir à trouver un concept pour se démarquer. Par exemple, de jumeler, je sais pas, beauté et humour, ou je sais pas, juste trouver un concept vraiment original. Mais de toute façon, je pense que quand on a le talent et la personnalité, on va réussir à percer sur YouTube. Il est possible de commander le petit guide de la beauté de Cynthia Dulude sur son blog au www.maquillageCynthia.com. Sur ce, les amis, je vous dis bye et n'hésitez pas à regarder les autres reportages des Haut-Parleurs. Ciao!